Bonjour, c'est Christophe le prof. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Alors, comment on fait pour que tout le monde rame dans le même sens dans une boîte? C'est la grande question. Et c'est justement le défi qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre qu'au cœur de n'importe quelle entreprise, il y a une sorte de tension. C'est presque inévitable. D'un côté, on a les actionnaires. Leur but, maximiser le profit, voir la valeur de l'action grimper. De l'autre, les salariés. Eux, ils recherchent un bon salaire, la stabilité, de bonnes conditions de travail. Et là, on se dit, aïe, à première vue, ça a l'air complètement opposé. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que ce conflit, c'est une fatalité? Est-ce qu'on est condamné à ça? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de faire converger tout ça? Voilà, c'est ça qu'on appelle les intérêts divergents. L'image est assez simple en fait. Imaginez deux personnes dans la même barque, mais chacune rame dans une direction opposée. Résultat, non seulement la barque n'avance pas, mais en plus elle tourne en rond. C'est l'impasse. Et ça, ce n'est pas que de la théorie. C'est exactement ce qui s'est produit chez Carrefour par exemple. En cherchant à améliorer la rentabilité, l'entreprise a généré de gros conflits sociaux. Et forcément, ça a créé un climat de méfiance, et à la fin, qui est-ce qui trinque? Eh bien, la performance globale de l'entreprise. Mais heureusement, et c'est là que ça devient intéressant, l'inverse est tout aussi vrai. Quand on arrive à faire converger les intérêts, alors là, l'organisation devient beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que le succès des uns devient le succès de tous. C'est un cercle vertueux. Prenons un cas concret. Airbus, avec son programme d'actionnariat salarié. Et là, la dynamique change complètement. En devenant actionnaire, les employés ne sont plus juste des salariés. Non, ils deviennent de véritables partenaires. Et d'un coup, la réussite de l'entreprise, eh bien, c'est directement leur propre réussite financière. C'est malin. Ok, donc comment on fait pour créer cet alignement? Le premier levier, qui est peut-être le plus subtil, le plus invisible, c'est la culture d'entreprise. C'est un peu le ciment qui va lier tout le monde ensemble. La culture d'entreprise, en fait, c'est tout simple, c'est la personnalité de la boîte. Ce sont toutes ces petites règles non écrites, comment on se parle, comment on prend les décisions, comment on fête les succès. C'est vraiment l'ADN social qui fait qu'une entreprise est unique. Regardez Decathlon. Là-bas, tout respire les valeurs du sport. L'esprit d'équipe, le dépassement de soi, la convivialité. Ce ne sont pas juste des jolis mots affichés sur un mur, hein. Non, ça guide vraiment les comportements de tous les jours. Et le résultat, c'est un sentiment d'appartenance super fort. Alors, avoir une culture forte, c'est la base. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle soit incarnée. Et c'est là qu'intervient notre deuxième outil, le style de direction. C'est le leader qui va canaliser l'énergie d'équipe. Là-dessus, le sociologue Rensis Likert a identifié 4 grands styles. À un extrême, on a l'autoritaire. Le chef décide de tout, seul. Ensuite, le paternaliste. Il décide, mais en se souciant du bien-être. Puis, le consultatif. Le manager demande des avis avant de trancher. Et enfin, le participatif, où les décisions sont vraiment co-construites. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il y a un bon ou un mauvais style, tout dépend du contexte. Et ce style participatif, on le retrouve énormément dans la tech. Chez Spotify, par exemple, les équipes, les squads sont très autonomes. Et pourquoi ils font ça? C'est un pari. Le pari que la liberté et la confiance, c'est tout simplement le meilleur carburant possible pour l'innovation. Ok, on a vu la culture et le leadership. Maintenant, on va zoomer encore un peu plus au cœur du réacteur. C'est quoi le carburant qui fait avancer l'équipe au quotidien? La réponse, elle tient en 2 mots. Dynamique de groupe et motivation. Pour illustrer la puissance de la coopération, l'exemple parfait, c'est Pixar. Là-bas, la collaboration, c'est le cœur même du système. C'est de cette confrontation intense entre les artistes et les techniciens que jaillit la magie. C'est ce qui leur permet, film après film, de réinventer le cinéma d'animation. Attention, cependant, le travail de groupe, c'est génial, mais il y a un revers à la médaille. Ce désir d'harmonie, de ne pas faire de vagues, peut parfois se transformer en un véritable piège. Ce piège, ça a un nom. C'est la pensée de groupe. C'est ce moment où la peur de déranger est si forte que plus personne n'ose dire quand il n'est pas d'accord. On fait taire les opinions critiques pour préserver une fausse harmonie. Et chercher le consensus à tout prix, ça peut coûter très cher. Alors comment motiver une équipe durablement? Le psychologue Frédéric Herzberg nous donne une clé de lecture géniale. Il dit qu'il y a 2 types de facteurs. D'abord, les facteurs d'hygiène, le salaire, les conditions de travail. S'ils ne sont pas là, les gens sont insatisfaits. Mais, et c'est ça qui est crucial, les améliorer ne suffit pas à créer de la motivation. Pour ça, il faut activer le deuxième levier, les facteurs moteurs. Et là, on parle de reconnaissance, de responsabilité, du sentiment d'accomplissement. Bon, récapitulons. On a nos outils. La culture, le leadership, la motivation. Maintenant, voyons comment tout ça s'articule dans le monde du travail d'aujourd'hui, avec ses défis bien réels. Aujourd'hui, on entend partout ce sigle QVT, pour qualité de vie au travail. Derrière, l'idée d'avoir une approche à 360 degrés qui intègre le boulot en lui-même, mais aussi l'environnement, l'équilibre vie pro-vie perso, bref, le bien-être général des collaborateurs. L'exemple que tout le monde a en tête, évidemment, c'est Google.
Leurs bureaux, ce ne sont pas juste des lieux de travail, ce sont de véritables écosystèmes conçus pour stimuler la créativité et le bien-être. Avec cette conviction forte, des employés heureux sont des employés plus performants. Et tout ça, ça bouge à une vitesse folle. Ces dernières années, on a vu une accélération dingue vers le télétravail, puis vers les modèles hybrides. On parle aussi de plus en plus de la prévention du burn-out. Clairement, aujourd'hui, la compétence clé pour une organisation, c'est l'adaptation. Et tout ça, au fond, nous amène à une question quasi philosophique. Une organisation, c'est quoi ? Est-ce qu'on doit la voir comme une machine bien huilée où chaque rouage est à sa place, ou plutôt comme un écosystème vivant, complexe, en perpétuel changement ? La réponse qu'on apporte à cette question, elle ne définit pas seulement un style de management, elle dessine l'entreprise de demain.